Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va continuer donc notre séminaire et comme la dernière fois, Sarah va nous informer un peu qu'est-ce qui se passe avec notre groupe Contact en Iran. Voilà, il y a de bonnes nouvelles d'eux. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe en Iran et à les mettre un peu en parallèle, non, avec les révoltes en Chine, non? Parce que c'est vrai que c'est un type de révolte qu'on ne s'entendait plus du tout, quoi. Et surtout la révolte en Chine, non? C'est quand même incroyable dans un pays de surveillance absolue, dans lequel il y a des logiciels qui permettent d'identifier les visages, etc. Et qui est ce type de révolte, n'est-ce pas? Alors c'est pas avec l'intensité, la force de l'Iran, mais quand même ce sont deux mouvements, qui montrent un tout petit peu que malgré ce qu'ils veulent nous faire croire que c'est absolument pas possible de se révolter aujourd'hui étant donné la surveillance, etc. Voilà. Alors sinon ici en France, il y a eu Lafarge, le bétonneur Lafarge, qui est, vous savez, les partenaires de l'État islamique, non? Vous savez qu'il y avait... Ils avaient été condamnés parce qu'ils négociaient avec l'État islamique. Lafarge qui polluait à Marseille, une usine de Lafarge qui polluait à Marseille, était attaquée par 200 écologistes qui sont un peu cassés, sans déranger personne, ils sont cassés un peu des matériels, etc. Et aussi, quand même, c'est à tenir en compte le fait que des actions comme ça, des actions directes, concrètes, dans lesquelles la violence n'est plus seulement d'un seul côté, le côté statal, sont possibles. Et on va voir comment les gens peuvent comprendre ce qui va se passer avec les 200 écolos qui sont entrés dans Lafarge, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, parce que si nous on parle de comment agir dans la complexité, penser, agir dans la complexité, c'est vrai qu'il y a une complexité en soi très très grande. C'est vrai que c'est pas évident du tout qu'est-ce que c'est en agir, quels sont les modes de résistance aujourd'hui possibles, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les modes classiques, pour dire comme ça, sont finis et qu'on ne peut pas faire des opérations comme celle des amis là à Lafarge, non? Et sinon, Christian ne va pas être content, par rapport au football, je voulais juste dire que je me souviens, quand c'était la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, il y avait une amie, une Chilienne du Parti Socialiste Chilien, qui était dans un centre de torture, non? Et il torturait, il tuait, c'était l'horreur d'un centre de torture au Chili. Et quand elle a commencé la Coupe du Monde, ils ont mis des chaises, ils ont attaché tous les torturés aux chaises, comme ça, ils ont dit, les premiers qui regardent de côté pour voir s'ils reconnaissent quelqu'un, on les tue là, mais vous pouvez regarder les matchs. Et ça, à mettre en parallèle un tout petit peu à ce qui s'est passé pour nous dans la prison où j'étais, que c'était une prison horrible. C'est-à-dire, hier, on a commémoré l'anniversaire d'un massacre, Margarita Belén s'appelle, où ils ont tué à coups de barre de fer 22 camarades, par exemple, et quand il est arrivé la Coupe du Monde, ils nous ont mis des haut-parleurs, non? Pour qu'on écoute, comme si ils pouvaient nous faire tout ça, mais nous priver de la Coupe, non. Alors, visiblement, il y a là quelque chose d'irrationnel, loin de nous de revendiquer une rationalité cartésienne, etc. Mais quand même, il y a quelque chose qui reste un peu mystérieux, non? De la place qu'occupe anthropologiquement les sports spectacles, non? La place dans une sorte de sacré, d'un truc très spécial, non? Un sacrificiel, sacré, ça vient de ces côtés-là. Il me semble que si on ne les comprend pas comme ça, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, et par exemple, dans les exemples que je donne, non? Et comme je disais la dernière fois, la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, c'était une horreur. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Qatar, c'est 100 fois pire, n'est-ce pas? Parce que c'est une honte absolue. Et tout le monde le dit.
tout le monde le dit, et pourtant, voilà, il y a quelque chose là d'un irrationnel, de l'ordre d'un retour du sacrificiel refoulé par la modernité, n'est-ce pas? Il y a comme ça des mécanismes quand même très profonds que si on ne les comprend pas d'un point de vue anthropologique, on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer là. Voilà. Alors ça c'était voilà, par rapport à la revue de presse. Après il y a un ami qui habite dans le nord-ouest de l'Argentine, qui est quelqu'un de la terre, quelqu'un qui est né là, qui n'a jamais quitté La Quiaca, qui est la dernière ville argentine à côté de la Bolivie, qui est une ville divisée en deux par une frontière, non? La Quiaca s'appelle le côté de la ville argentine et Villazón le côté bolivien. On fait la différence parce que la Quiaca il a un côté militaire à l'Argentine, tout est propre, non? Et quand on passe de l'autre côté, c'est un joyeux bordel, non? Et là-bas, il habite un ami à nous qui n'a jamais quitté la Quiaca, peut-être une ou deux fois est allé à Villazón, qui s'appelle Eduardo Alpaca et qui nous envoie des questions. Alors après, on va les aborder avant de commencer. Alors, une ou deux des questions qu'Eduardo Alpaca nous envoie, c'était par rapport à la question de la gauche occidentale et le colonialisme. Parce que, bon, ça fait 2 ou 3 fois qu'on évoque la question de que le monde del ser, comme dirait l'autre, le monde del ser, le monde occidental, a produit aussi un mode occidental et colonial d'émancipation. N'est-ce pas? Alors, bon, il a posé un peu de questions là-dessus, mais on va revenir. Mais alors, je ne sais pas si tu nous racontes un peu qu'est-ce qui se passe avec... La caméra passe sur moi, ça c'est passé. Bah si, parce que... Oui, par rapport des 2 amis dont j'ai parlé la dernière fois, donc je pense que la dernière fois j'ai annoncé qu'il y a un qui est libéré, le deuxième est libéré aussi la semaine dernière. Que c'est lui qui est traduit. Le deuxième, c'est lui. Non, celui c'est le premier. Non, celui c'est le traducteur de ton bouquin, c'est les jeunes. Ah, c'est pas les jeunes là. Ça c'est Hamid. Ah, c'est Hamid qui est traduit. Ah, d'accord. Ah oui, Hamid, il est venu ici, l'Iranien Hamid, il est venu au séminaire. Il était quelques séminaires. Ouais. Et l'autre est libéré la semaine dernière. J'ai oublié d'annoncer à tout le monde par mail parce que depuis on a commencé à avoir des exécutions et on a annoncé de toute façon pas mal de peines d'exécution. Après, on ne sait jamais quand c'est exécuté. Et juste pour raconter une anecdote, parce que l'autre jour, quand je parlais sur Zoom, j'étais à Bruxelles pour un voyage pour le travail, un déplacement professionnel. Et avant d'aller à l'hôtel et de me connecter sur Zoom, je me suis dit, je vais acheter un kebab dans le coin de la rue. Et je suis sortie et dans le coin de la rue, donc j'ai pris mon kebab. Et après, j'ai appris que le mec qui me servait, c'était un Iranien. Et il m'a raconté que, donc j'ai demandé son origine en Iran, parce que là, on s'intéresse au peuple ethnique. Donc il m'avait dit qu'il est kurde de la partie Azerbaïdjan. Azerbaïdjan sont une partie de l'Iran, donc de ville de Urumie spécifiquement. C'est une ville qui est majoritairement turque, avec des habitants kurdes. Et c'était vraiment, à ces jours-là, pendant ces jours-là, c'était vraiment le problématique de l'Iran, parce que pas seulement qu'on a des peuples ethniques, on a même dans certaines villes. Et Urumie est parmi les villes qui sont vraiment... Urumie était une ville très importante parce qu'il avait après le mer Caspien, il avait la plus grande lac de l'Iran qui était, il avait parce que c'est entièrement séché, donc même le niveau de l'eau est baissé, je ne sais pas, c'est catastrophiquement. Je parlais de la ville de Urumie dans l'Azerbaïdjan qui est aujourd'hui, donc historiquement, l'Iran est passé par plusieurs histoires pendant lesquelles Urumie était majoritairement kurde et après Urumie était majoritairement turc parce qu'il y avait un roi qui a fait virer les Kurdes de Urumie. Donc ça changeait toujours la population dans cette ville, mais il y avait toujours une mixité des 2 peuples ethniques. Et d'une façon de l'autre, comme cette ville est très importante, tout le monde attache à cette ville. Donc tout le monde pense que c'est ma terre. Donc là aujourd'hui, par exemple,
comme je parlais, il y a pas mal de peuples ethniques. Il y a même dans les villes où les peuples ethniques sont un peu... Ils se demandent que si après il y a d'autres choses, comment la terre appartient à qui? Est-ce que... voilà. Donc c'est marrant parce qu'il y avait dans un... C'est intéressant parce qu'il y avait dans une conversation, ils étaient tous là, donc ils parlaient des cours de Ulumiye, les Turcs, le fait que qu'est-ce qui va passer après, est-ce qu'on est sur les Kurdes qui sont maintenant minoritaires là-bas, est-ce qu'on est sur que le rapport de puissance après sera équilibré entre les Turcs et les Kurdes et tout ça. Et après, à certains moments, donc c'est vraiment ils regardaient les choses d'un point de vue patriarcal, la terre appartient à qui? Comme ça, et à certains moments ils ont commencé un peu à parler de la situation de la Terre et ils disaient tous que la Terre est morte, cette Terre est morte. Donc finalement on est en train de... Qu'est-ce qui est un plus important? Est-ce que c'est la vie ou... cette Terre, c'est une catastrophe le jour qu'on la possède. Donc c'était une chose... des sujets qui mélangeaient entre autres. Donc... Voilà, donc la dernière fois, j'ai parlé plutôt le peuple ethnique, le fait des minorités, le fait que je ne me voyais pas en tant qu'une minorité parmi d'autres. En fait, cette problématique n'existe pas pour moi. Voilà. Et la notion de nation ou la unification de ces peuples, parce que... après, tu peux intervenir aussi dans une révolution et tout dépend on ne peut pas avoir une partie de pays qui révolte plus vite que les autres. Oh, ils sont massacrés et puis les autres. Donc on sent totalement que ce n'est pas équilibré cette révolte. Mais par contre, par rapport à ce que tu as dit au sujet de la Chine, les Chinois, dans leur révolte, ils ont donné référence à la révolte en Iran. Et en Iran, ils sont aussi très chaleureusement accueillir cette référence qui est donnée. Mais oui, donc là, peut-être le plus grand problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça dure et qu'à chaque fois, il n'y a pas un équilibre dans le... Bon, de toute façon, deux choses, non. Elles sont dissous la police des mœurs. C'est la première fois, c'est pas la première fois qu'il a dissous. C'est une mesure comme ça un peu, voilà. Et pareil en Chine, on ne sait pas non plus les pas en arrière qu'ils ont fait, jusqu'où c'était dû à la révolte, jusqu'où c'est dû aussi à verrouiller l'économie. Enfin, c'est toujours compliqué de savoir. Mais c'est vrai quand même qu'il n'en reste pas moins. Il y a un protagonisme de la part du peuple qui se révolte, qui agit. Et un détail, ce n'est pas un détail pour moi, c'est que les deux copains du groupe qui ont été arrêtés, d'abord mis au secret et après mis dans une prison officielle, n'ont pas été torturés. Alors ça, c'était quand même, c'est pas un détail, mais dans tous les cas, bon, c'est une grande chance parce que les autres, ils torturent effectivement beaucoup. Bon, et je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la dernière fois, les gens qui sont là dans la boîte ou vous, s'il y a des questions par rapport à la dernière. Bien. Alors, on va reprendre avec Bastien à partir des les deux axes qu'on a fixés la dernière fois de notre point de vue dans la mouvance décoloniale. Parce que la mouvance décoloniale est une mouvance, c'est-à-dire c'est pas un mouvement, c'est pas un parti, c'est une réalité multiple, contradictoire, etc. Alors, les deux points, les deux axes pour nous les plus importants sur lesquels on intervient et qui sont un peu en conflit par rapport à la pensée décoloniale, c'est effectivement que dans la pensée décoloniale, pour le moment, tout continue dans ces mouvements-là, comme si il y avait le monde périphérique de nos serres, comme on disait Couche, non? Dans lequel il n'y a pas cette altérité, donc ceux qui ne sont pas dans les serres, ils ne sont pas. Non? Tout se passe dans le mouvement décolonial comme si l'axe central occidental des serres continue à exister. Non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas,
quand même, il n'y a pas un moment dans lequel on se rend compte que la colonisation, l'ordre colonial, etc., le patriarcal, tout ça, a perdu quand même l'axe central qui était le monde occidental en tant qu'un monde cohérent, un monde colonisateur mais puissant, n'est-ce pas? Et ça, c'est un des deux axes quand même de différence par rapport à notre approche, parce qu'effectivement, c'est pas pareil de parler de la mouvance décoloniale en disant, bon, effectivement, il y a quand même le monde del ser et le monde périphérique, c'est-à-dire tous ceux qui doivent devenir, n'est-ce pas? Que de dire, eh ben non, l'axe central, la crise de l'Occident, est vraiment dans un état final, non? Et ceci donne une sorte de dispersion majeure, hein, dans lesquelles il n'y a plus un axe central par rapport auquel les autres peuvent se définir contre, en opposition, etc. Il y a une sorte de dispersion générale avec toute la problématique d'identité qui va dès le relativisme culturel, avec la recherche d'identité, etc., jusqu'à un individualisme exacerbé dans lequel nous voyons un peu partout, mais bon, même ici en France, cette préoccupation pour la question de qui je suis moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette question qui est en rupture avec, soi-disant, toute norme, va mettre comme norme une dispersion radicale dans une déconstruction des catégories pratiques et théoriques juste la dominante, mais dans une déconstruction qui, apparemment, n'a pas de bornes. Hein, n'a pas de bornes. Cet côté pas de bornes, c'est ce qui définit la préoccupation qui va devenir centrale d'une identité personnelle. Une identité personnelle, une identité de groupe, n'est-ce pas? Comme si voilà, c'est-à-dire cette dispersion, non? Cette dispersion nous laissait dans une sorte de pseudo-liberté absolue où tout pourrait être. Non? Tout pourrait être. Et la question, c'est même, en Occident dans tous les cas, l'idée de que mon identité, c'est moi qui la construis. Hein? Et on entend ça dire concrètement, hein? C'est-à-dire quand des gens disent qu'est-ce que serait une identité que je n'ai pas choisie ou que je n'ai pas construite, n'est-ce pas? Dans un refus absolu de toute donne, non? De toute territorialisation. Hein? C'est-à-dire, c'est une sorte de déterritorialisation radicale. Chose que, effectivement, par rapport à la pensée décoloniale, dans tous les cas pour celui avec lequel nous travaillons, qui est Rodolfo Kusch, qui est l'origine de la pensée décoloniale, n'est-ce pas? Bah, c'est quand même une aberration. C'est une aberration parce qu'un mouvement qui, au nom d'une décolonisation entre-patriarcale, etc., non, parle d'une sorte de déterritorialisation absolue dans laquelle je n'ai aucune racine, n'est-ce pas? C'est un peu contradictoire parce qu'effectivement, ce que Kusch va expliquer, c'est ce qu'il va appeler la géoculture, hein, dans laquelle il va dire que toute technique, toute recherche scientifique même, porte en elle les racines des questions culturelles et locales qui l'ont fait naître. Hein. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle, je sais rien, n'importe quelle technique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais si on parle des origines galiléennes de la science occidentale, n'est-ce pas? Eh bien, l'idée coloniale de l'universel, hein, qui va tellement intimement liée à l'idée de l'universel est une condition fondamentale d'un savoir, d'une légitimité, n'est-ce pas? Ça doit être universel pour que ce soit vrai. Hein. Eh bien, même cet universalisme colonial, eh bien, il ne naît pas n'importe où, n'est-ce pas? Il naît en Europe à partir des préoccupations concrètes, un développement des forces productives, de la technique, avec une démographie particulière, vous voyez, c'est-à-dire que même la trace de ce qu'on appelle l'universel, en tant que l'homme abstrait, cartésien, etc.,
Et même ça, les questions que Descartes va se poser, les questions qui renvoient à l'universel comme la légitimation de tout savoir, n'est-ce pas? Donc, qui est vrai dans tous les mondes possibles, non? C'est-à-dire l'idée universelle que ce qu'on dit dans la science est vrai dans tous les mondes possibles. Même ça qui efface, estompe toutes les différences, toutes les territorialisations, eh bien, même ça porte la trace historique et géographique des questions qui s'est posées à un moment donné pour une civilisation concrète, donc de façon archi-territorialisée. Et nous voyons que dans le mouvement décolonial, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu paradoxal, hein, qui est justement cette position dans laquelle on va dire la décolonisation, la contestation du patriarcat passe par une déterritorialisation absolue dans laquelle ça revient à l'individu, n'est-ce pas? Pas toujours, mais très souvent, ça deviendrait à l'individu de dire sur son essence, n'est-ce pas? De dire sur son essence. Alors, ça, c'est un élément qu'on va aborder aujourd'hui, la question de à quoi on nomme les essences, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu par rapport au débat actuel, n'est-ce pas? Par rapport au débat actuel, comment effectivement il y a là quelque chose qui est. Quand on parle du mouvement décolonial, n'est-ce pas? Quand on parle de lutte contre le patriarcat occidental, colonialiste, etc., on voit bien comment trop vite on est dans des questions personnelles. On est dans des questions carrément piégées dans ce qu'il y a de plus occidental, qui est le libre arbitre. N'est-ce pas? L'idée de que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, n'est-ce pas? Et alors, ça c'est un problème. C'est vraiment un problème parce qu'effectivement, la décolonisation, qui est effectivement, justement, il subit ces changements radicaux. C'est que quand Édouard Valpac, il dit, mais quand tu parlais la dernière fois des Badiou, des Lardon ou de la gauche, disons, radicale européenne, tu disais c'est colonial. Et oui, c'est colonial parce qu'effectivement, toute vision révolutionnaire verticaliste, n'est-ce pas, qui dit il faut prendre les pouvoirs pour changer la société, ou comme écrit Badiou, la politique est sous condition de la conscience, donc un cartésianisme radical. Effectivement, tous ces mouvements révolutionnaires sont absolument compris ou piégés, n'est-ce pas, dans une vision coloniale. Mais de l'autre côté, le côté décolonial, eh bien, pose un problème parce que, en principe, il n'y a pas de décolonial non territorialisé. Et territorialisé dans des corps qui ne sont pas des abstractions transhumanistes, non, qui sont des corps concrets, des corps quelque part, n'est-ce pas? Alors, ça c'est un problème, n'est-ce pas, qui, dès notre point de vue, comme on le travaille avec Bastien, qui est pardonné, voilà, il a demandé pardon, donc voilà. Alors, c'est cette chute del mundo del ser, n'est-ce pas, par rapport auquel tous les autres sont, soit ceux qu'ils veulent devenir comme le ser, n'est-ce pas? C'est les fameux humanité incomplète. L'humanité incomplète pour les Indiens, les Noirs, les femmes, les enfants, les malades. L'humanité incomplète. Donc, tout le monde, dans l'universel colonial, tout le monde a le droit d'avoir sa petite place dans le monde del ser. Non? Mais comme on dirait Fidel Castro, nous sommes tous égaux, mais moi je suis plus égaux que les autres. Non? Alors donc, dans le monde colonial, tous ceux qui acceptent de se coloniser dans leur tête, n'est-ce pas, et dans leur mode de vie, ont une place. Extrapontants, ils ont une place, n'est-ce pas, incomplète. Ce qui va dire, couche, c'est qu'il y a un autre monde, le monde qui n'est jamais rentré là-dedans, qui a toujours résisté à ça, en Afrique, en Amérique latine, dans certains endroits de l'Asie, mais aussi en Occident, n'est-ce pas, que c'est le monde de l'estar siendo, non? C'est le monde dans lequel chacun est comme il est, hein, c'est le monde de la complétude, hein, très spinoziste dans ce sens-là, n'est-ce pas? Tout être est parfait dans son être, avec des niveaux de perfection différents, mais tout être est parfait dans son être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque à être, n'est-ce pas? Eh bien,
dans ces mondes-là, une fois que disparaît l'axe central, il se passe deux choses. D'abord, qu'ils vont être déséclipsés d'autres modes de vie. C'est-à-dire, tout à coup, on apprend qu'effectivement, il y a d'autres modes de vivre, des rapports à soi, des rapports à l'environnement, etc. Et deuxièmement, effectivement, on se rend compte que tout l'appareil colonial nous avait mis dans cette sorte d'attente, non? C'est-à-dire une salle d'attente. L'homme occidental, blanc, etc., il veut être, donc qui est le ser alien, elle dit Couche, il veut être quelqu'un, non? Et les pays et les régions du monde périphériques, s'ils sont colonisés, ils doivent accepter d'être en voie de développement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est les mots d'allégeance envers la colonisation, n'est-ce pas? Qui est l'idée de dire, bon, nous sommes ce que nous sommes, mais nous sommes en voie de développement. De la même façon que les malades, il est en voie de guérison, que l'alcoolique, il est en voie de sévrage, tout est en voie de... Bon. Mais une fois que cet axe-là est tombé, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est un point justement non traité dans le mouvement décolonial, qui est que le monde del ser, le monde de l'être, non, par rapport auquel, qu'est-ce qu'il va dire Couche? Il va dire, les autres sont los nadies. Los nadies, ça veut dire quoi? Les personnes, ça veut dire, sont personnes, non, personne. Il va dire, et l'indio, le noir, un certain mode les femmes, n'est-ce pas, les handicapés, les fous, dans la mesure qu'ils n'acceptent pas de faire allégeance à la colonisation, c'est-à-dire que je désire devenir quelqu'un, non? Qui est un tout petit peu le piège dans la psychiatrie, c'est-à-dire que quand on dit on voit l'alcoolo, et qu'est-ce qu'il peut désirer l'alcoolo? L'alcoolo, il doit désirer arrêter de boire, n'est-ce pas? Dans tous les centres de post-cure de toxicomanie, j'ai travaillé pendant une année dans un centre de post-cure de toxicomanie, c'était drôle parce que tous les membres de l'équipe parlaient parfois jusqu'à 2h du matin avec les jeunes qui étaient là-dedans, et on parlait très ouvertement. Mais la symétrie était totale, parce qu'effectivement, je n'ai jamais vu à 2h du matin, quand cette discussion sans fin finissait, je n'ai jamais vu un éducateur ou un médecin dire « bon, tu m'as convaincu, je vais me chuter ». C'est-à-dire que cette asymétrie dans laquelle, de toute façon, l'autre accepte qu'il y a un seul mode d'être et que nous devons arriver à ces modes d'être. Que chez nous, en Amérique latine, en Afrique, je ne sais pas quoi, ça prend des allures parfois rigolotes quand on étudie l'histoire universelle et on étudie le Moyen-Âge, la Renaissance, je ne sais pas quoi. Vous avez chez nous, les Indiens, en général, sont même des nomades, sauf au nord-ouest qui a l'Empire Inca, et alors le Moyen-Âge, la Renaissance, et ça s'appelle l'histoire universelle, n'est-ce pas? Et alors, c'est ça l'allégeance, vous comprenez, l'allégeance, c'est étudier l'histoire universelle. Hein? Parce que nous, voilà, nos ancêtres les Gaulois, hein, voilà. Alors, la chute de ces mondes del ser, c'est ce qui aujourd'hui n'est pas étudié, n'est pas compris dans ce qui change comme donne à un niveau universel, justement, pour toute situation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces mondes del ser qui disaient soit tu veux être quelqu'un, soit tu es nadies, non? Et que Couche va faire de surplace là en disant voilà, je vis dans un village indien, dit Couche, et ça pue. Il va dire non, c'est-à-dire ça pue, c'est sale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les corps, il y a trop de corps, non, il y a trop de corps. Tout ce qui est à Buenos Aires, effectivement, est évité. Est évité, dans le sens où il faut mettre des déodorants, tout ce qui rappelle les corps doit être estompé, n'est-ce pas? Eh bien, ces mondes-là, de los nadies, non, ces mondes qui résistent, conscient ou inconsciemment, mais résistent de fait, résistent parce que ne se laissent pas coloniser, n'entrent pas dans la colonisation,
Eh bien, et ceux qui résistent de façon plus consciente, bien, se trouvent tout à coup avec la chute de ce contre quoi on résistait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est la crise de l'Occident, la crise du monde del ser, le fait de que le monde de la téléologie, du progrès, etc., n'existe plus. Et qu'effectivement, ne peut pas être remplacé par le monde des innovations. Bien, la chute de ce monde-là, voilà, nous laisse dans dans un dispositif tout à fait nouveau, qui n'est pas étudié, qui n'est pas tenu en compte, et qui a comme effet, au moins, deux effets qu'on va revenir par rapport à l'action de l'essence. Un, c'est l'ultra-individualisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas un axe central, ici, ça s'est dit depuis plus de 20 ans, hein, c'est-à-dire chacun sa vérité, n'est-ce pas? C'est comme une sorte de décolonialisme des supermarchés, vous voyez, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas la vérité universelle, chacun sa vérité, bon voilà, tout ce subjectivisme sans sujet, pour dire comme ça. Eh bien, d'une part, effectivement, ça sera cet individualisme absolu, d'autre part, effectivement, la montée de tous les relativismes, hein, qui disent on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, chacun, vous savez, comme les dirigeants chinois, très malins, à chaque fois que les Occidentaux, pour faire leur petite magouille, disent ah oui, mais les droits de l'homme. Vous savez, on appelle ça les volets humanitaires. C'est-à-dire que tu vas pour vendre des armes, pour faire de l'extractivisme, et à un moment donné, comme tu es français, ou italien, ou allemand, tu dis, mais quand même, les droits de l'homme, non? Ça s'appelle les volets humanitaires. Moi j'étais les volets humanitaires des Papons. Papon est venu à l'Argentine pour vendre des armes, pour entraîner les militaires à la torture avec Osares, etc. Et j'étais les volets humanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont dit, mais quand même, il y a ces personnes-là qu'on veut sortir de la toile. Enfin, les dirigeants chinois, chaque fois qu'on parle des volets humanitaires, mais depuis très longtemps, ils répondent avec un langage décolonial. Ils disent, c'est une question culturelle. Non, vous avez lu dans les journaux, ils disent, c'est une question culturelle. Pour vous, c'est comme ça, mais pour nous, c'est pas comme ça. Cette réponse, qui pendant longtemps a été considérée comme incompréhensible, prend une nouvelle point de vue, une nouvelle clarté, n'est-ce pas? Quand tout à coup on se rend compte que ce qui est en train de te dire l'autre, c'est « mais tu es une tribu parmi les tribus ». Vous comprenez? C'est-à-dire que la tribu universaliste, la tribu blanche, patriarcale, universaliste, est une tribu parmi d'autres tribus. C'est ce qu'il va dire les colonisés. Vous voyez, il va dire, ce qu'il va dire le discours relativiste, il va dire, mais toi, voilà, toi c'est ton truc, c'est ton truc. Jusqu'à la contestation de la science, la contestation du féminisme occidental, la contestation, bon, de tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette contestation comme ça qui va très 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 loin, n'est-ce pas? Parce que ça c'est toi. Alors, ce relativisme culturel, même dans la psychiatrie, on l'a évoqué plusieurs fois, hein, c'est-à-dire les problèmes qu'il y a à la ethnopsychiatrie, parfois pour ne pas tomber dans le relativisme culturel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que l'autre, pour être civilisé, pratique l'excision, par exemple. C'est une pratique pour être civilisé, c'est-à-dire c'est une pratique civilisatrice. Alors tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on conteste en occidental l'excision, n'est-ce pas, en disant nous on est supérieur à vous? Non. Mais on ne va pas non plus dire, d'un point de vue relativiste, bon, écoutez, je respecte votre culture, n'est-ce pas? Et c'est là où apparaît la question de l'essence, la question des essences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine ce qu'il y a en commun? L'universalisme occidental va dire, ce qu'on a en commun, ce sont des grandes lignes de l'humanisme, de la science, de la pensée rationnelle, n'est-ce pas?
Et ça, c'est universel. Ça, c'est universel. Et il va dire, à vrai dire, même le dernier des incivilisés, ou je sais pas quoi, des barbares, je sais pas quoi, à vrai dire, au fond de lui-même, quand même, si c'est un humain, il est tissé de ces éléments-là universels. Et alors, vous savez, j'ai cité plusieurs fois, il y a une nouvelle de Camus, que je ne me souviens pas comment ça s'appelle, dans laquelle il décrit une situation relativiste. Il décrit une tribu nord-africaine qui adore les dieux du mal. Et alors voilà, alors c'est un missionnaire, on dit, non, on dit missionnaire non-français, qui essaye d'aller catéchiser cette tribu. Il est pris prisonnier, et il y a une idole du mal, et on l'exige d'adorer cette idole du mal jusqu'à qu'il comprend, jusqu'à qu'il se plie, bon, etc., etc. Mais c'est quand même une réflexion de Camus sur le relativisme culturel. Non? Il dit, mais donc, nous, on adore un Dieu d'amour. Dieu d'amour, il a fait l'Inquisition, les croisades, et les génocides des Indiens, n'est-ce pas? Alors, c'est un amour très passionnel. Non? Alors, nous, on a un Dieu d'amour, dit, eux, ils ont un Dieu du mal. Et alors, on dit, voilà, c'est comme ça. Bon, cette pensée-là, aujourd'hui, apparemment, est une sorte de toit, de plafond, que pour beaucoup de gens, on a du mal à dépasser. On a du mal à dépasser. Je crois que c'est l'exil et le royaume. L'exil et le royaume, exactement. Dis-moi là les trucs que... Comment? Parce que moi j'ai la fièvre, je suis un peu malade. Mais ça je savais, j'étais en train de dire. Et tu fais attention parce qu'il est à peine toléré. Je joue à place. Et il y a Théo là qui veut venir. Alors donc, la question qui se pose, effectivement, c'est la question, mais alors, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est quoi qui définit le commun? Pour l'individualisme occidental, apparemment, rien ne définit le commun. Rien ne définit le commun. C'est-à-dire qu'à la chute du modèle patriarcal, vertical, colonial, à la chute de ce modèle universel, rien ne définit le commun. Chacun doit trouver sa voix, son corps, son genre, sa vérité. Donc pour l'individualisme occidental, rien ne définit, dans une sorte de déterritorialisation radicale, rien ne définit le commun, il n'y a pas de commun. Pour le relativisme, par contre, si, il y a du commun. Et c'est un tout petit peu un miroir, c'est spéculaire, avec les communs universels. Pourquoi? Parce que le commun pour l'universel, c'est ce qui est donné. Tu es un être humain, tu appartiens à l'espèce humaine, donc si tu appartiens à l'espèce humaine, tu as en commun avec tous les autres quelque chose de fondamental que tu définis. C'est ce qu'on dit une essence. Une essence, tout bêtement, d'un point de vue philosophique, pas trop compliqué, une essence, c'est ce qui fait que quelque chose soit ce qu'elle est. Non, c'est pas trop compliqué. Alors, il va dire, nous partageons une essence. Tous les êtres humains, nous partageons une essence. C'est ce qui fait dire, par exemple, à Marx, à un moment donné, il va dire, la vérité, c'est que même la bourgeoisie est intéressée à sa défaite. On dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, il faudrait le demander, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il va dire, même les bourgeois sont des humains. Et en tant qu'humains, ils doivent être intéressés. Vous voyez? Alors là, grosso modo, c'est comme dire que si on fait une catégorie des mammifères, les lions et la gazelle, vous voyez, devraient quand même partager quelque chose en commun. Non? Que c'est la pastorale. C'est ni plus ni moins la pastorale dans la Bible, non? C'est-à-dire le loup et les... Je sais pas. L'agneau. Le serpent, le serpent. Peut-être. Bon, bref. Deux, ils vont bouffer de l'herbe tranquillement, y compris le pauvre carnivore du couple. Il va bouffer. Non, cette idée quand même de que il faut qu'il y ait en commun
universel. Cette idée qu'il faut qu'il y ait un commun universel, effectivement, est une production, est une construction occidentale, c'est-à-dire aucune autre culture a considéré, ni avant, ni après, ni pendant, a considéré qu'il y a un commun universel à tel point qu'effectivement, très souvent, ceux qui habitent à 300 mètres ne sont pas nommés humains, ne sont pas nommés hommes. Non, c'est-à-dire que la catégorie d'appartenir à ces communs est restreinte à mon peuple, à ma nation, n'est-ce pas? Et voilà, c'est-à-dire... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée d'un commun universel qui à nous semble mais tellement beau, tellement évident, n'est-ce pas? C'est une construction tout à fait occidentale et qui vient effectivement des grands universaux, que ce soit dans la science de Galilée, l'humanisme, etc., qui avaient besoin de justifier leur action, n'est-ce pas? C'est le rapport pouvoir-savoir, n'est-ce pas? En disant, mais effectivement, il y a un socle commun. Ce socle commun fait que ceux qui sont plus en haut dans les poulaillers doivent éduquer, compléter l'humanité à tous les autres qui sont plus bas. n'est-ce pas? C'est un peu la description que va faire Descartes dans le discours de la méthode. Il va faire une description dans laquelle il va dire l'homme, il ne dit pas blanc, mais ça se sous-entend parce que quand même. Et alors l'homme et non pas la femme, l'homme pas trop vieux ni trop jeune, l'homme non endormi, non fou, n'est-ce pas? Il va décanter une figure qui est l'homme universel, qui, comme par hasard, est tout à fait déterritorialisé par rapport à son corps, par rapport à son paysage, à son écosystème. C'est la fameuse blague quand même de Galilée, donc, avec les lois universelles de la physique. Il dit qu'une feuille de papier tombe avec la même vitesse qu'une pierre d'en haut de la tour de Pisa. Chose qui montre que Galilée n'a jamais monté à la tour de Pisa, parce que sinon la première chose qu'il aurait vue, c'est que non, qu'effectivement une pierre ne tombe pas pareil. Alors Galilée est un idiot, il comprend très bien qu'il y a la résistance de l'air, tout ce que vous voulez. Mais vous voyez, c'est-à-dire c'est cette déterritorialisation de la formule. La formule physique, la formule mathématisée, arithmétisée, comme dirait Husserl, cette formule doit être vraie dans tous les mondes possibles. Et c'est quand même le côté scolastique, c'est le côté scolastique de si la réalité et la formule ne coïncident pas, c'est la réalité qui se trompe. Tu vois? Alors la dernière fois, on avait abordé ça du côté de l'universalisme de gauche, non? En disant comment la révolution russe va se faire, et la chinoise vont se faire au nom du prolétariat, dans deux pays dans lesquels... je sais pas, il y avait un plombier, un maçon peut-être, je sais pas. Bon, ils disent qu'à Shanghai, il y avait quelques ouvriers, n'est-ce pas? Mais, donc, c'est tout à fait le côté scolastique, n'est-ce pas, dans lequel, d'accord, la pierre et les papiers ne tombent pas pareil, mais quand même, la formule, elle est valide, n'est-ce pas? Et le prolétariat va prendre le pouvoir, même s'il n'y a pas de prolétaires, mais c'est une révolution prolétarienne, vous voyez? C'est-à-dire que c'est ce forçage permanent, non? Déterritorialisant comme geste colonial. Hein? C'est-à-dire, malgré les apparences, bon, que c'est ce que, comme moi, dans mon côté anti-psychiatrie, je le sais toujours, mais c'est vrai que c'est la définition de l'Édipe comme universel. Non? C'est vrai que c'est con, moi, parce que je le dis tout le temps, mais bon, je ne peux pas me priver. Mais c'est vrai que Freud, il a besoin, vous savez, que la psychanalyse soit scientifique ou pas, bon, ça, il ne faut pas non plus... Il faudrait prendre un acide pour... mais, disons, au moins qu'il soit rationnel, n'est-ce pas? Et alors donc, pour que la psychanalyse soit validée, il fallait qu'elle soit universelle. Et c'est pour ça que, voilà... Se sont produits les schismes. Qui se sont produits les schismes à l'intérieur de la... À l'intérieur, mais non, mais... De cercle freudien. Donc, l'Édipe universel, c'était pas comme ça pour les adlériens. Oui. Non, oui, mais il y a des contestations, bien entendu, il y a des contestations. Mais il y a des mouvements à l'intérieur de l'Occident, donc c'est pour ça que l'intérêt de toute cette discussion est que l'aspect épistémologique occidental met en discussion tout ça, l'a mis tout à fait. progressivement. Tout à fait, et même, nous, on l'a vu,
Spinoza, par exemple, est un critique radical de cet universalisme. Justement, là maintenant qu'on va aller vers la question des essences, on va aller voir par rapport à Spinoza, mais tu as tout à fait raison, absolument. La discussion entre idiographique et nomothétique porte en collusion exactement quand commence la technologie. Absolument, absolument. C'est-à-dire que dans l'Occident, il y a une critique depuis toujours très très forte, que ce soit des côtés plus durs, spinozistes, ou les côtés romantiques, toute la critique romantique, le romanticisme philosophique, n'est-ce pas? Il y a des critiques entre-occidentales à l'Occident, absolument, absolument, oui, tout à fait. Mais non, disons que ce que je disais, c'était ces besoins d'universalité comme pour qu'elle soit vraie. Si tu avais une hypothèse, il fallait qu'elle soit universelle. Si elle était universelle, elle était vraie. Et bon, la chute quand même de cette commun comme universel, c'est ce que bon, j'essaie de présenter comme cette réalité d'un émiettement. Alors, comme on ne rigole pas avec la Bible quand même, c'est bien le lion comme le bœuf mangeront la même paille, mangeront de la paille, et c'est le serpent, lui, qui aura la nourriture comme poussière. Voilà. D'accord, pour les lions, Voilà. les lions végétariens. Les lions deviendront végétariens. Merci. Merci mon frère. Alors, qu'est-ce qui est en jeu par rapport à cette question du commun ou pas commun, non? Il y a longtemps, moi j'avais raconté une anecdote qui était que je rentrais de l'Italie dans un vol qui a eu des problèmes. Et alors le pilote, il a dit avec la voix tremblante, éteignez tous les appareils, ajustez les ceintures, et on voyait la tête des stewards et des hôtesses qui avaient panique, il disait, éteignez tous les appareils électroniques, tu vois, l'avion. Et à côté de moi, il y avait une jeune femme qui sort son portable et se cache. Non. Et je vois comme ça un typique exécutif, comme ça, avec son portable et continue à travailler. Et là, c'est drôle, visiblement, on n'est pas dans le même avion. Non, on n'est pas dans le même avion. Parce que moi, j'étais dans un avion qui allait se casser la gueule dans les minutes qui suivaient. Et eux, ils étaient dans un avion dans lequel on les cassait les pieds, qu'on ne les laissait pas continuer à communiquer. Et alors, bien sûr, la question c'est qu'il ne suffit pas d'être dans le même avion pour être dans le même avion. C'est-à-dire que le socle commun. Mais même l'épistémologie l'a montré que l'être humain peut avoir de commun le fait qu'il se crée un monde, la fiction. Si. Donc, que l'être commun n'est pas un être commun dans la réalité, mais dans la connaissance. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une production d'une pensée à l'intérieur du colonialisme qui n'est pas exactement que l'Occident, mais qui se loupe sur la capacité de se mettre en discussion. Et à un certain moment, dès que la technologie commence à évoluer, commence à évoluer aussi la compréhension du fait qu'on est beaucoup plus dans une boule plutôt que dans la réalité. Et ça, c'est un exemple comme un autre. Au moins qu'on peut dire que c'est un exemple psychiatrique. Non, en laissant de côté ça. Non, tu as raison, effectivement. C'est-à-dire, c'est ça, disons, ce que Spinoza va appeler les notions communes. On y va, ça. Alors, le commun renvoie donc à une forme d'essence. Alors, quand on dit qu'est-ce qu'est un être humain est ça. Donc, tous les êtres humains, toute l'espèce humaine partagent une même essence. Cette essence est une essence, pour dire comme ça, pleine. Ou une essence, non, par périmètre. C'est-à-dire que je définis un périmètre, je peux définir ce périmètre, et dans ce périmètre, je définis ce qu'est un être humain. Tout ce qui coïncide avec cette définition, n'est-ce pas, avec une forme, hein, est un humain. Alors, dès ce point de vue, le relativisme, l'individualisme radical ou l'universalisme partagent cette idée d'une essence préalable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit ce qu'on a en commun? Parce que pour les archi-individualistes, ce qui est en commun, c'est que chacun de nous est différent. Mais ça, c'est une différence radicale. Non? Mais alors là, ça, c'est leur commun. Il va dire, nous avons tous en commun ça, dès qu'on n'a rien en commun. Bon, d'accord. C'est quand même, nous avons tous en commun qu'on n'a rien en commun. Au moins le fait de communiquer quand même.
D'accord, mais disons que dans la position radicale individualiste, Ça suffit pas. quand on va... Non, ça ne suffit pas de communiquer, parce qu'ils vont te dire chacun sa vérité, alors on communique, mais en tous les cas, il y a une incommunicabilité structurelle, dans le sens que c'est vérité pour moi, il n'y a aucune raison que ce soit vérité pour toi. Il y a une limite à un certain moment, dans le sens que l'homme a besoin d'être avec l'homme. C'est impossible qu'il puisse survivre avec une population mondiale telle sans la coordination. Non, d'accord, non, ça d'accord. On parle des points de vue, non, parce que j'essaie de définir comment le commun est défini par une essence pleine, ce que je dis un périmètre, n'est-ce pas? Substantialisé. Hein? Substantialisé. Substantialisé, absolument. C'est-à-dire substantialisé dans le sens auquel l'essence elle est substantialisée. Il y a une substance, n'est-ce pas? Et une essence qui précède l'existence, dans ce cas-là. Il y a une essence, que l'essence elle est donnée d'emblée. Et pour tous les êtres humains, ceux qui appartiennent à l'espèce humaine, avant de devenir, avant d'exister, pour dire comme ça, il y a une essence préalable. Cette essence-là, c'est ce qu'on définit comme périmètre, non, comme une forme. Hein. Alors, on partage ça. Effectivement, l'autre type d'essence est celle que Spinoza va définir, ou en partie les néoplatoniciens ou autres, bon, dans laquelle l'essence ne précède jamais l'existence. C'est ce qu'il va dire Spinoza dans son axe central de son éthique, quand il va dire « on ne sait jamais ce qu'un corps peut ». Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne sait jamais ce qu'un corps peut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition pleine de ce qu'est un corps, de ce qui peut un corps. Et donc, il n'y a pas une définition en plein, en rempli, de la forme à laquelle correspond un corps. Il va dire, on ne sait jamais ce qu'un corps peut. Et alors, c'est comme une sorte de manifeste existentialiste, n'est-ce pas? Parce qu'il va dire, l'existence précède l'essence. Et cette essence ne sera pas une essence par définition d'une forme, sera une essence par puissance. Par puissance. Et alors, c'est un exemple qui donne Deleuze, en parlant de Spinoza. Il va dire, comment je définis les limites d'un bois? Il va dire, les limites d'un bois, je peux essayer de les définir par rapport à, je ne sais pas, depuis un avion, je dis, ça va jusque là. Mais c'est toujours un peu difficile de dire, mais qu'est-ce que c'est bois, qu'est-ce que c'est pas bois, qu'est-ce qui dépend. Il y a une autre façon de définir l'essence, c'est par puissance. C'est-à-dire que le bois développe sa puissance d'agir jusque là où il peut. Et on ne sait jamais ce qu'un bois peut. On ne sait jamais ce qu'un bois peut. C'est compréhensible, c'est-à-dire que cette définition existentialiste de l'essence, non, et de dire, bon, mais effectivement, l'essence ne précède jamais l'existence. Alors, ça veut dire que le commun, donné comme une essence, ne précède jamais l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on va produire par le déploiement de notre puissance d'agir. C'est-à-dire que le commun, c'est l'autre point de vue, n'est-ce pas? C'est le point de vue ni relativiste, ni universaliste, ni individualiste radical, non? On va dire, non, à vrai dire, le commun, c'est ce qu'on va produire dans notre développement de la puissance d'agir. Hein? C'est-à-dire que le commun ne précède pas l'existence. Le commun en tant qu'essence ne précède pas l'existence. Et c'est vrai que d'un point de vue psychiatrique, quand vous avez un patient, qu'est-ce qui se passe? Le patient il vient savoir, par exemple, quel est son contour, mais qui suis-je? Ou il vient en sachant beaucoup trop de qui il est, n'est-ce pas? Et il s'avère au contraire, n'est-ce pas, de dire qu'aller vers un non-savoir. Un non-savoir, vous voyez, c'est-à-dire que tous les pièges névrotiques sont je ne peux pas ne pas reproduire ça, avec la mère que j'ai, je ne peux pas faire autrement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les discours névrotiques, c'est un discours d'un fatalisme, disons, domestique, non, un fatalisme domestique. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement.
Je ne peux pas parce que, qu'est-ce que vous voulez, avec la mère que j'ai, avec les corps que j'ai, avec le sexe que j'ai, avec La n'importe. mauvaise foi. Hein? C'est C'est la mauvaise foi, comme l'a défini Sartre, exactement. Absolument. Quand l'essence qui précède l'existence est la mauvaise foi. C'est-à-dire, je définis un périmètre au-delà de lequel je ne peux pas aller. Et tout le travail des connaissances émancipateurs qui pourraient avoir un travail psychothérapeutique, ça serait justement de petit à petit connaître ce que je peux faire. Je ne sais jamais ce que je peux faire. Non? Alors, la plante névrotique est je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, et j'ai toutes les excuses de mauvaise foi de pourquoi je ne peux pas. Et disons que ce qui permet d'enjamber ça, à niveau individuel comme à niveau social, hein, c'est quand tout d'un coup on dit non mais je ne sais pas ce que je peux. Je ne sais pas ce que je peux, parce que ce que je peux, je veux les voir petit à petit dans les devenirs. Et ces devenirs-là, par rapport au commun, effectivement, ce que Spinoza va appeler les notions communes, c'est justement sortir du premier genre de connaissance, c'est-à-dire là où je pâtis. Hein, je ne connais que parce que je pâtis passivement. Hein, c'est par quoi je suis touché passivement. Hein, c'est l'exemple. Le soleil, il est gentil parce qu'il me chauffe, le soleil, il est méchant parce qu'il me brûle. Voilà. Oh, Hitler, il est gentil parce qu'il m'a donné un chocolat, vous voyez. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça, c'est-à-dire je ne connais que passivement parce que je suis touché de façon tout à fait passive. Là, il y a, c'est pas forcément des passions tristes, il y a des passions joyeuses, c'est-à-dire quand je suis très triste parce que le soleil me brûle, c'est une passion triste, effectivement, qui me diminue ma puissance d'agir, mais quand le soleil me chauffe, j'ai une passion joyeuse, c'est-à-dire il y a des passions joyeuses. Simplement, on est dans un niveau de la passion, de pâtir. Ce qui va dire Spinoza, c'est que dans un deuxième genre de connaissance, quand je connais par les causes, quand je me connais par les causes, il y a quelque chose que je vais connaître. Non? Il y a une notion commune que je vais me faire, que je vais pouvoir produire entre le soleil et moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que entre c'est par quoi je suis affecté et moi, la connaissance des causes, la connaissance des rapports crée une dimension commune. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va créer comme une sorte de troisième être, une troisième singularité, qui ne c'est plus tout à fait moi, c'est pas non plus tout à fait le soleil ou l'autre, c'est une notion commune. Le commun n'existe pas effectivement comme... C'est pas qu'il va émerger là tout d'un coup, blop, va apparaître, va se matérialiser en troisième être, n'est-ce pas? Le commun, il faut le comprendre comme une résultante de forces qui existe chez chacun de nous. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que ce qui va être produit en commun n'existe pas comme, quand on va dire, il y a la production d'un troisième individu. Ce troisième individu, où existe-t-il? Il n'existe pas quelque part. Il existe comme la notion commune dans moi. C'est-à-dire que le commun se joue dans des dimensions individuelles. Oui. En intériorité. Il s'exprime qu'en intériorité. Oui, c'est même, d'un point de vue de Simondon, le commun, c'est le pré-individuel qui persiste dans l'individuel. Non? C'est-à-dire, c'est ce pré-individuel qui persiste dans l'individuel qui fait qu'effectivement, comme dirait Plotin, je ne peux jamais dire jusqu'ici c'est moi. Non? Et plus on a des notions communes, plus on connaît. Connaître, ça ne veut pas dire être informé, non, bien entendu. Hein. Plus on connaît, eh bien, plus on a dans nous le monde, quoi. Non? C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. C'est pourquoi toute la question sur l'immortalité, l'éternité chez Spinoza, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, il arrive un moment dans lequel ces notions communes et ces rapports qui se développent deviennent beaucoup plus importants
quantitativement que la survie de chacun individuellement. C'est compréhensible ça? Et bien, c'est ce qui devient un a priori épistémologique. C'est l'idée de passer de les a priori kantiens dans lesquels on ajoute l'autre, comme possibilité de créer ce qui a été formulé par Spinoza. On n'ajoute pas l'autre, absolument. Je faisais référence à un Zweig post-kantien pragmatique qui dit Kant a tout compris, mais devait ajouter dans les a priori l'autre. Donc l'idée probablement fondative d'une notion commune, si on veut trouver un universel, c'était l'idée de pouvoir créer cette communication intersubjective nécessaire. Il y a quelque chose dans l'esprit humain comme universel à toute latitude qui a l'idée de, oui, créer peut-être une fiction, mais qu'elle soit de quelque part communicable. Si, mais si tu veux, là, pour moi, c'est pas tout à fait une fiction. La fiction accompagne, mais les mouvements, la notion commune est une réalité matérielle. Non, la fiction est à côté. D'abord, il faut avoir au moins ce type de notion commune qui puisse permettre après de créer des sphères fictionnelles dont à la fiction, ce n'est pas quelque chose pour un Zweig qui n'est pas capable de distinguer la réalité. Absolument. L'atome est en fiction. Oui, mais tu vois bien, la question de la fiction et le rapport avec une réalité commune, avec une notion commune dans le sens de Spinoza. Tu vois, on le voit là avec les matchs de football. Tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas, sincèrement, quand ils disent Argentine, moi je dis, mais Argentine, c'est qui? C'est les tortionnaires, c'est les propriétaires terriens. Qu'est-ce que j'ai en commun, moi, avec un autre Argentin, n'est-ce pas? Eh bien, rien. Qu'est-ce que j'ai en commun avec un Bolivien qui lutte, qui travaille, qui est dans un devenir d'émancipation, de création? Tout. Pourquoi? Parce qu'on crée des notions communes auxquelles on appartient. Mais la vérité, c'est que d'un point de vue de l'essence comme puissance, comme quantité de puissance, du point de vue de l'essence comme quantité de puissance, il n'y a ni nation, ni classe sociale, ni aucun type de catégorie préexistante. Et ça, Marx, il le comprend aussi. Parce qu'à un moment donné, Marx, il va dire, les prolétariats, oui, mais les prolétariats, ce n'est pas les prolétaires. Je parle des prolétariats pour soi. Il va dire, il y a la classe en soi et la classe pour soi. Et qu'est-ce que ça veut dire la classe pour soi? La classe pour soi, ça veut dire, effectivement, ceux qui produisent du commun de parler à agir. N'est-ce pas? C'est-à-dire que jamais c'est ce qui est donné passivement. Et moi, je pense sincèrement, c'est-à-dire, c'est pour ça aussi ma répugnance par rapport à tout ce truc des grands spectacles patriotiques, etc. Parce que, sincèrement, je sais que ça fait ancien combattant en casse-couille, mais la vérité, c'est ce que je vous raconte, c'est-à-dire la copine qui était attachée à la chaise, il venait de la torture, quand il la torturait, et on l'attache pour qu'elle regarde le match, parce que quand même elle est chilienne. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand même tu es chilienne. Ou les haut-parleurs qui nous ont mis dans notre pavillon, parce que bon, quand même, on est tous argentins. Je ne sais pas, vous comprenez, c'est-à-dire que ce commun préalable est toujours réactionnaire, liberticide, je ne sais pas, destructeur, c'est-à-dire que tout commun préalable et toute essence qui précède l'existence est destructeur. Parce que la fiction prend la place du commun. Exactement, ça, et quand la fiction devient réalité. Et ça, c'est la pathologie. La fiction devient réalité entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on va agir d'après la fiction comme s'il était une réalité. Oui, mais pathologie, on ne peut pas dire parce que alors, les millions de gens qui sont en train de crier Gaulle aujourd'hui, on ne peut pas les pathologiser. Mais c'est vrai que... sont dans une fiction qui pour eux fonctionne. Donc la fiction, si tu regardes un film, tu dois être dans la fiction. Quand c'est si tu n'es pas capable de revenir à la réalité, tu risques. Si, le problème c'est que la fiction nationaliste, patriotique, etc., la fiction qui fait dire on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, la fiction qui dit
c'est bien dommage qu'il meure dans la Méditerranée, la fiction qui dit, bon, toutes ces fictions-là sont des fictions qu'effectivement, sont des fictions qui inévitablement font référence à un commun préalable. Absolument. J'étais seulement en train de marquer le pas qu'on peut avoir un commun et le dédier légèrement ou totalement. Oui, oui. Et je pense que ça, c'est... Si, mais avoir un commun, c'est là où je dis, avoir un commun parce que tu as produit ces communs, non pas l'avoir comme préalable. Ah oui, mais toi comme préalable, la possibilité de le créer. D'une manière kantienne, c'est-à-dire c'est en perspective kantienne. Après, on peut la mettre en discussion. Mais l'idée qu'il y a quelque chose à partir d'un troisième être... Oui, synthétique a posteriori. Ouais, donc si tu peux connaître et avoir en commun, alors tu peux construire. Mais d'abord, tu dois avoir au moins quelque chose, soi-disant, ça peut être aussi évolutif, donc pas quelque chose qui est à l'origine de l'humanité, mais qui soit en sens évolutif. Sûr. Mais l'idée qu'après, tu le vas saturer, remplir. Et cet aspect se fait de manière aussi fictionnelle. C'est la... Si, je pense que c'est vrai que... Mais tu le retrouves aussi sur Masse et pouvoir, je crois qu'on traduit, de Canetti, c'est-à-dire le rapport entre ce qui est l'individu, la masse, le pouvoir, parce que tu faisais référence tout au début à le foot comme un rituel sacré, ouais. Hein, alors que moi j'ai pensé à l'empire, je suis italien, empire romain, pane circense, c'est-à-dire c'est une hypnotisation peut-être qui relève du rituel religieux, mais qui a à faire avec cette hypnotisation dans les Là, c'est très important de faire la différence, effectivement, parce que si tu veux, le sacrificiel qui est dans le football ou qui était dans les cirques romains, est un sacrificiel qui va créer un commun, mais un commun faux, qui est le divertissement. Qui est le divertissement. Et ça, c'est la fiction. Oui. Si, mais il y a une autre dimension de la fiction qui est l'imaginaire. Que l'imaginaire doit accompagner la production du commun. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une dimension du commun. Mais la fiction, effectivement, là, il n'y a rien peut-être apparemment de plus commun qu'un rite sacrificiel qui va souder un peuple, je sais pas quoi, tu vois, il y a un truc sacrificiel qui soude. Okay. Sauf que le rite sacrificiel frelaté, style cirque, style le football, ou style, si tu veux, ben voilà, je sais pas, 90% de l'utilisation du fantastique monde cybernétique est pour se divertir, avec des jeux, avec la pornographie ou avec des trucs comme ça de divertissement. Là, effectivement, on peut dire que c'est un sacrificiel qui ne crée pas du commun. C'est une fiction qui ne crée pas du commun. Là, j'en doute. Mais pourquoi? Parce que la pathologie existe. Est en commun. Je suis psychothérapeute, justement. C'est vrai. Personne n'aurait dit. La chose dans laquelle je me trouve en commun, tout en étant peut-être à devoir rester pas en commun, c'est la psychopathologie. Donc l'idée de penser que le commun est seulement ce qui est sain est un peu occidental. Donc, non, je ne dis pas que le commun est ce qui est sain, non. Ni sain ni maladie. Je pense qu'on ne peut pas le juger par rapport à... Pour l'identifier, après, comment on veut l'appeler... Ni positif ni négatif. Mais non, il y a quelque chose qu'on peut dire qui est positif ou négatif, dans le sens que tu ressens face à certaines situations du bien-être et face à d'autres, non. Dans certaines situations, tu peux survivre, partager. Dans d'autres, tu es dans la destruction. C'est un terme que vous allez utiliser. Donc, l'idée est, je peux partager la pathologie, mais justement parce que peut-être je ne suis pas pathologie au sens non critique, mais pour décrire un phénomène, mais justement pour chercher de ne pas me faire absorber. Bien sûr. Et l'autre vient chez moi justement parce que reconnaît ma différence, ou soupçonne de la reconnaître. Donc, mais c'est toujours une partie commune, sans l'être de manière homologante, fusionnelle. Donc c'est pour ça que à la question, je dis, je ne sais pas.
Je reste un peu, comme dire, dans l'idée que la différence est un élément créateur dans l'homme. Mais tu peux le respecter ou tu peux le inhabisser. Là, je pense qu'on passe d'un autre critère qui est le duo que tu as nommé, qui c'était pouvoir-savoir. Okay? Et la notion de pouvoir qui est là importante, sur ce que me semble qui est un peu mis de côté sous l'aspect de l'épistémologie avant 1900. C'est-à-dire avant philosophie de la vie, Dill, Husserl, Heidegger, et tout aussi l'existentialisme, la phénoménologie française, qui introduit donc Lévinas, Merleau-Ponty. Donc, sont tous des notions qui prennent une allure complètement différente, dans lesquelles on voit que l'épistémologie devient éthique, l'éthique devient philosophie. Donc, sont ce mélange qui est la complexité, mais qui trouve, comment dire, un vertige dans la manière de pouvoir entrelacer. Et donc la psychopathologie, qui a une catégorie, moi par exemple, j'utilise le terme de psychopathologie comme outil diagnostique, comme empathie, dans le sens, un exercice qui est la personne qui soigne tente d'utiliser pour comprendre la différence, non pour étiqueter. Qui est l'ancienne... D'accord, mais dans cette comprendre la différence, il y a déjà une production du commun. On cherche quelle pourrait être une notion commune. Non au fait, la question de la création de notions communes, non, à la fois d'un point de vue spinoziste et d'un point de vue décolonial, s'oppose à l'idée d'un universel quelconque. Il n'y a pas d'universel. Alors, s'il n'y a pas d'universel, ce n'est pas pour autant qu'on valide, c'est ça l'idée des deux types de notions, des sens, non? S'il n'y a pas d'universel, ce n'est pas pour autant que le relativisme ou l'individualisme radical ont la voie libre. Alors, c'est là où nous disons, bon, mais qu'est-ce que, si on applique des catégories spinozistes à la pensée décoloniale par rapport à la critique à l'universalisme, on dit, eh bien, c'est vrai que comme Spinoza va le développer, on ne peut pas parler d'un bien ou un mal en général. C'est là où Spinoza est, effectivement, aucun théoricien de la décolonisation irait plus loin que Spinoza. Vous imaginez, il dit, il n'y a pas de bien ou mal en général. Non, il n'y a pas de bien ou mal universel. Et c'est les fameuses correspondances avec les marchands des grands de Spinoza sur le mal, dans lesquelles il dit, Spinoza il dit non, il n'y a pas de mal ou de bien en général, dans toute situation, il y a des mieux ou des pires, et que c'est par rapport à l'augmentation ou la diminution de la puissance d'agir. Alors, là on a une sorte d'universel en creux, pour dire comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, dans la différence, quand même, est commune en tant que dispositif à toute situation. Vous comprenez? Que dans toute situation, c'est paradoxal, parce qu'on dit, justement, c'est ce qui s'oppose à l'universel. Et pourtant, dans toute situation, ce qui va définir les asymétries situationnelles ne sont pas un bien ou un mal universel. Vous voyez? Ce n'est pas un bien ou un mal universel, c'est bien ou mal dans toute situation. Alors c'est l'exemple radical qui donne Spinoza, non? Quand il va parler du matricide, qui va comparer Oreste et Néron, tous les deux ils ont tué leur maman. Alors vous imaginez pour un juif séfarade comme Spinoza, tuer sa maman, il n'y avait rien de pire quoi, que tuer sa maman. Et alors donc il dit, bon ben voilà, Néron, en tuant sa maman, il diminue la puissance d'agir, quoi, c'est-à-dire que c'est mauvais. Et par contre, Oreste, il rétablit là une justice, donc il augmente la puissance d'agir, il augmente la joie. Parce qu'il recompose, c'est qu'Oreste, il est premièrement dans une composition de rapport avec son père qui a été tué par la... Absolument, il recompose. Dans l'autre cas, c'est une décomposition. Décomposition des rapports. J'ai une question, c'est juste sur le truc d'avant. On avait un peu déjà parlé sur la question des deux types d'essence et que l'existence précède l'essence. Quand, par exemple, Deleuze, on en avait un peu parlé, fait l'exemple du bœuf, je ne me rappelle pas si c'était un bœuf, et d'un cheval, tous les deux tirent un percheron et un bœuf.
il y a plus de commun, si on veut, dans cette situation qu'entre un bœuf qui tire les charrues et un autre bœuf qui mange juste de l'herbe, etc. Parce que ça dépend de l'agencement où il est, et ce qu'il peut dans ces cas, c'est tirer les charrues comme l'autre cheval, alors qu'ils ne sont pas de la même espèce. Mais bon. Je rappelle, je t'avais protesté exemple, tu m'avais dit oui, mais il y a là qu'il faudrait voir un peu un excès de réalisme que Deleuze ne voit pas, c'est qu'un bœuf et un cheval ne pourront jamais se reproduire, par exemple. Alors, ma question, c'est, dans cette différence qu'on veut entre les deux essences, etc., c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on peut encore, non? Mais on sait qu'il ne peut pas n'importe quoi, que tout n'est pas possible. Absolument. Donc, c'est comme s'il y avait un... Bien sûr que l'existence précède l'essence, mais cette existence, c'est comme si elle était limitée ou influencée, je ne veux pas dire par une essence, mais par le fait, par exemple, que le bœuf est bœuf, et le cheval est cheval. Elle est limitée et bornée par la longue durée, par l'histoire. Parce qu'aucune situation n'est du néant. Tu vois, c'est-à-dire que toute situation nouvelle est une réindividuation, une réordination de la donne à partir d'autres situations. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on dit par exemple le commun, qu'est-ce qui crée le commun? Bon, dans une tribu, tu peux dire que ce n'est pas l'action d'un individu qui va créer le commun. Il participe à un commun qui est déjà là. Ça ne veut pas dire que le commun il est préexistant. Tu comprends? Ce n'est pas que la tribu a émergé d'un commun essentiel qui était déjà là. Non, effectivement. Tu vois, c'est-à-dire, il y a eu historiquement la création de cette tribu, de ce peuple, de cette culture, sauf que ces peuples, cette culture, dans la durée historique, fait que les gens qui naissent là-dedans naissent dans une intégration organique à un commun qui est là. Mais il ne faut pas confondre le fait qu'il y a un commun, comme dans une famille, tu vois, dans une famille, et qu'il ne soit pas trop dysfonctionnel, tu vois. Et dans une famille, il y a un commun qui est une histoire, une longue histoire. On voit bien par exemple comment, à travers l'expérience limite qu'ont vécu certains membres d'une famille, va apparaître de façon absolument incompréhensible 2 ou 3 générations plus tard. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même des expériences communes dans lesquelles vont naître les individus. Mais ça ne veut pas dire que l'essence précède l'existence, tu comprends? C'est-à-dire, ça veut dire simplement qu'il y a la longue durée. Alors, effectivement, tu vois, c'est-à-dire, le bœuf, oui, il peut à un moment donné avoir la même intensité, l'essence comme intensité qu'un percheron, tu vois. Bon, là, Deleuze utilise ça pour donner un exemple radical de que la puissance est toujours une intensité de puissance. Tu vois, une quantité de puissance, Ok, ça n'empêche effectivement, si le bœuf était le premier bœuf qui naît, et le premier percheron qui naît, alors là on serait dans la merde, on dit, ah ben non, quoi. Mais tu comprends, c'est-à-dire que ça, il faut le mettre dans un dispositif dynamique dans lequel ce n'est jamais table rase et là tu nais. Mais sans compter que les possibles des organismes sont sous condition d'un noyau de réel qui détermine des non possibles. Et oui. Et oui, tu vois, c'est-à-dire que c'est borné par les non possibles. Tu vois, c'est toujours borné par. C'est pour ça que l'individualisme radical d'aujourd'hui, tout est possible, je choisis mon identité, je construis mon identité, a quelque chose d'aberrant, pas seulement d'un point de vue décolonial, etc., mais a quelque chose d'aberrant dans le sens de tu es celui qui va créer dans un tout est possible. Et ben ça c'est une fiction, alors dans le sens d'une fiction absolument abstraite, tu vois, c'est-à-dire je ne sais pas, ça existe par exemple quand une génération d'Afrique centrale, tu vois, des intellectuels comme ça, qu'aujourd'hui ils doivent avoir 60 ans, je ne sais pas quoi, mais qui avant 25 ans parlaient non mais on s'en fout de la négritude. Tu vois, nous on ne veut pas parler depuis la négritude. Tu vois, nous on veut parler depuis ce que je suis. Et c'était un courant très très fort chez les intellectuels de l'Afrique centrale, tu vois, Burkina Faso, d'autres, tu vois, qui était l'idée de dire pourquoi je devrais être responsable, pourquoi je devrais parler depuis ma négritude, tu vois.
Tu vois, c'est-à-dire, alors c'est ce que l'existentialisme va répondre, tu vois, on est responsable de ce qu'on n'a pas choisi. Si on était responsable de ce qu'on n'a pas choisi seulement, on serait responsable des couleurs de chaussettes qu'on a mis, tu vois, c'est-à-dire, et encore, tu vois, c'est une sorte de tu vois, donc cette idée quand même de ce qui va borner tes possibles, non, comme limite et pas comme borne, justement. Comme limite et pas comme borne. Non. Alors, voilà, je comprends ce qu'il dit Deleuze par rapport à la quantité de puissance qui détermine une essence, qui fait qu'elle soit très proche. D'accord, c'est très proche, tu vois, mais ça ne crée pas une notion commune, mis à part pour les paysans qui les utilisent, tu vois. Mais bon, tu vois, je ne pense pas que ça soit la production du commun. Tu vois, bien. Alors, la question donc oui. Non, parce qu'il y avait un point que je voulais aborder. Élément. Si, mais c'est compliqué ça. Ouais. Non, la question des sens, c'est-à-dire pour l'aborder d'un point qu'on peut revenir à un autre moment. Parce que je voulais aller vers le colonialisme algorithmique comme justement cette déterritorialisation totale, non, on va revenir. Et effectivement, c'est-à-dire, comme dit Bastien, il me rappelle Bastien, pour comprendre un tout petit peu le mouvement d'individuation, réindividuation, essence préalable, essence comme création de notions communes, non, que pour parler de l'avion, non, l'avion avec les deux autres qui continuer à utiliser les appareils électroniques, non? Tu dis, on n'est pas dans le même avion. Pourquoi? Parce que ce que tu pâtis ne crée pas du commun. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si on essaie de se cracher comme une pizza sur la piste, sur le tarmac de Roissy, ça ne crée rien de commun. C'est-à-dire juste, on a dit, il y a 3 cons qui sont crachés sur le tarmac de Roissy. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce qu'on pâtit ne crée pas du commun. Vous comprenez? Et alors, c'est là où ça crée cette folie que l'humanisme ne peut pas comprendre, de dire, mais les lobbyistes de Monsanto à Bruxelles, ou même les patrons de Monsanto, ou les patrons de Lafarge, ou je ne sais rien, n'est-ce pas? Comment eux aussi sont pollués? Ça, c'est justement un point de vue de ce qui serait exactement l'idée inadéquate, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, il n'y a pas de notion commune. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne qui sévit et qui s'expérimente quotidiennement comme un cadre de Monsanto, de Bayer, je ne sais rien, non? Son expérience concrète n'a rien en commun, même y compris avec le fait que lui-même il va être pollué ou ses enfants vont être pollués. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, sa vie est ordonnée d'une certaine façon, non? Et la vie ordonnée d'une certaine façon n'a pas une instance. Vous comprenez que c'est cette idée quand même vous voyez cette idée un peu naïve de dire mais je voudrais prendre un grand cadre des grandes industries qui polluent et lui demander. Il n'y a rien à demander, vous comprenez? Il n'y a rien à demander, c'est-à-dire, il n'y a pas une instance d'un commun préalable que je puisse sonner à la porte et dire non mais attends, maintenant je te parle en tant qu'humain. Ça ne veut rien dire. Je te parle en tant qu'humain, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, lui, toute sa pratique va dans un sens et effectivement ça fait que, bien qu'on va se cracher tous sur les tarmacs, on n'est pas dans le même avion. Et ça, c'est un truc très très compliqué à comprendre pour l'occidental, n'est-ce pas? Pour la pensée occidentale, parce qu'effectivement, toute la pensée de l'humanisme milite contre ça. Milite contre cette idée de que, quand même, n'est-ce pas? Et c'est un petit bouquin qu'on a écrit avec Théo, parce qu'il y a un courant psychiatrique danois, non? Finlandais. Finlandais qui propose comme thérapeutique
les dialogues, le dialoguisme, ça s'appelle. Et alors donc, bon, il y a eu un certain succès sexiste, maintenant, je sais pas, qui dit qu'il faut dialoguer, n'est-ce pas? Alors il arrive le patient en plein délire, et tu dois dialoguer pour comprendre le délire, et dialoguer, les dialogues. Et on a fait un bouquin des critiques au dialoguisme en disant non, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir comme préalable que tu vas dialoguer, n'est-ce pas? Parce que c'est par excellence la position coloniale de dire, eh ben, nous sommes dans le même bateau et si on dialogue, on doit se comprendre. C'est une position tout à fait idéaliste, parce qu'à vrai dire, si nos pratiques de vie, si nos rapports au monde sont opposés, ben non, il n'y a rien à dialoguer, vous comprenez? Il n'y a aucun dialogue possible. C'est-à-dire que, donc, le petit bouquin qu'on a fait, qui est sorti en Italie, non? C'est voilà, c'est une critique en disant, mais non, mais c'est-à-dire, pour dialoguer, il faut déjà qu'il y ait un minimum de production des notions communes, non? Comme pour que les dialogues puissent exister ou pas. Mais ce n'est jamais préalable, les dialogues, n'est-ce pas? Parce que les dialogues est quand même un piège, un sacré piège, parce que les dialogues, pas tout le monde sait dialoguer, n'est-ce pas? Le fou ne sait pas dialoguer, le nadi ne sait pas dialoguer, l'indien ne sait pas dialoguer, vous voyez, c'est-à-dire que, donc, ceux qui ne sont pas comme il faut ne savent pas dialoguer. Alors, le dialogue est toujours quand même un acte d'oppression envers l'autre, parce qu'il y a celui qui sait dialoguer et qui a un objectif de dialoguer. C'est pas dialoguer pour parler, c'est ce que je vous disais dans le truc de post-cure, de toxicomanie, non? On dialoguait. Ben non, on dialoguait. La vérité, c'est qu'on ne dialoguait pas du tout. C'est-à-dire, tout ce qu'il fallait, c'était faire accepter l'autre le seul mode d'être qui était ne pas se droguer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue en soi. Alors, par rapport à la notion commune, oui, on peut aborder ça comme dernier point, parce qu'il y avait des vecteurs que je voulais aborder. Les vecteurs, oui. Et, non, il y a un dernier élément qu'on peut donner comme ça pour revenir éventuellement plus tard, que je ne serai pas enrhumé, je serai plus clair. Et Cantor, non, le mathématicien Cantor, il dit quelque chose qui nous intéresse beaucoup, il dit, dans un ensemble, il y a toujours plus de parties que d'éléments. Non? Alors, les éléments, il faut les prendre comme un digicode, par exemple. Tu vois? Il y a 10 numéros, et c'est les éléments, et les parties, c'est les combinaisons, les rapports qu'on peut faire avec les éléments. Tu vois? Alors, souvent dans cette question de commun, pas commun, on confond les éléments avec les communs. Vous comprenez? Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des éléments qu'on partage en tant que donne qu'on a quelque chose de commun. Vous comprenez? Et c'est ça un peu qui trompe. L'idée d'analyser les éléments séparés de la partie, séparés de l'ensemble, et dire, mais on a des éléments qu'on partage. Avoir des éléments qu'on partage, vous voyez, les éléments qu'on partage, c'est être un être humain, être en train de se cracher, être pollué, je ne sais rien, vous voyez, c'est-à-dire, ça sont les éléments. Mais les éléments ne déterminent jamais à eux-mêmes le commun. Le commun, c'est dans l'agencement des éléments dans des parties qui peut exister du commun. Vous voyez? Alors bon, il me semble que c'est intéressant pour comprendre un tout petit peu la question de l'essence en tant que périmètre, en tant que forme, et l'essence en tant que puissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'essence en tant que périmètre, ça serait les éléments déterminent un périmètre. L'essence en tant que puissance, c'est les rapports entre éléments correspondent à une quantité de puissance, mais qu'on ne sait jamais jusqu'où peut aller. On ne sait jamais jusqu'où la puissance du bois, pour reprendre cet exemple-là, jusqu'où la puissance du bois peut aller. Ce n'est pas savoir.
Et c'est bon, voilà, si vous pointez chez votre tante de Vige et vous ne connaissez pas les codes, vous risquez de passer plusieurs jours en train de... Parce que les éléments sont là, vous dites merde, les éléments sont là, je devrais quand même trouver la partie. Ben non, les éléments sont là, on ne trouve pas la partie, parce qu'il y a une discontinuité, structurelle entre éléments et parties. C'est les parties qui peuvent être communes, non? Parce que les parties correspondraient effectivement à cette production. Il y a aussi cette illusion que les éléments préexisteraient aux parties. C'est-à-dire qu'on ne peut identifier, découper les éléments que dans l'après-coup de l'émergence de la situation. Que c'est la même chose qui se passe dans l'opposition à la biologie moléculaire quand on dit il y a des éléments simples qui existent. Non. Il y a que dans l'après-coup, on peut, dans l'après-coup, discuter des éléments qui existent dans le corps, mais... Alors, c'est effectivement tout ce qui va dans le sens agrégatif de notre époque, hein, c'est-à-dire la biologie moléculaire, effectivement, mais aussi les découpages algorithmiques du monde, non? Qui, effectivement, dans la biologie moléculaire, il y a des éléments qui vont s'agencer, qui à un moment donné, hop, par émergence, vont donner les vivants, par exemple, ou un organe, je ne sais rien. Bon. Et au fait, oui, ce que dit Bastien, l'autre côté de la dynamique élément-partie, c'est que les éléments, tu ne peux les découper, les identifier, qu'une fois que la partie est là. C'est-à-dire que, bon, c'est un tout petit peu une problématique centrale aujourd'hui, non? La position bottom-up, non? Et ce sont des parties qui s'agencent, non? Alors, les parties qui s'agencent, effectivement, c'est un tout petit peu l'essence comme une construction. L'essence comme une construction. Hein? Alors, je construis mon essence. On construit une essence. En tant que, bon, effectivement, l'essence comme construction, c'est l'idée qu'il y a des éléments que je pourrais agencer pour donner une essence. Alors, effectivement, il y avait... Alors, là, le problème, c'est les ponts, parce que comme j'ai suivi un autre schéma, oui, c'est un peu un saut périlleux, là, pour répondre. Je sais pas. Hein? Par rapport au vecteur. Ah oui, oui. C'est un peu... Oui. Mais bon, à mon avis, il faut le faire sans transition. Sans transition. Nous, on disait la dernière fois, n'est-ce pas, les 2 dernières fois, on a parlé de ce qu'on nommait l'Occident comme la pensée et l'acte de l'ingénieur, n'est-ce pas? C'est lui qui dit, il y a un problème, je dois trouver une solution. Bon. Alors, la pensée agrégative et la pensée de l'ingénieur, dans lesquelles, effectivement, entre les points A et les points B auxquels je vais arriver, il y a un tas de vecteurs, mais ces vecteurs-là, je dois les dominer, dans le sens le plus classiquement cartésien de dominer, devenir maître et possesseur, etc., pour aller jusqu'au point B. Bon. Tous ces vecteurs-là, et c'est là où nous disons, vous vous rappelez, la dernière fois, je disais, la complexité, ce n'est pas une théorie, on a dit plusieurs fois, la complexité, c'est la rencontre d'un mode d'autoproduction du monde, non, le monde occidental, etc., avec un point de non-viabilité. On nomme complexité à ces points dans lesquels, tout à coup, l'anthropocène, les modes de production occidentale, les modes de production de l'ingénieur, marquent un « ça ne va plus ». Et ce « ça ne va plus », il est donné, on le disait, par le fait que la destruction est largement plus grande que la production. On disait ça. Bien. Alors donc, effectivement, dans la pensée de l'ingénieur, tous les vecteurs qu'on doit écraser, dominer, contrôler, modifier pour arriver des points A au point B, sont ceux qui, tout à coup, dans l'émergence de la complexité, les vecteurs, les différents vecteurs qui étaient considérés comme les schémas pour arriver à la solution, ils vont s'autonomiser. C'est-à-dire qu'on va caractériser la complexité
Alors, bien entendu, non pas que je ne puisse pas utiliser des catégories épistémologiques de la complexité pour comprendre n'importe quelle période historique, mais on a raison de le faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je peux utiliser, alors parce que les gens disent non mais toujours les choses étaient complexes. Les choses, si on peut toujours dire que si j'utilise des éléments de la théorie de la complexité pour comprendre différents moments historiques, je peux comprendre beaucoup de choses. Mais la complexité comme émergence a à voir plus avec une rupture épocale qu'avec une théorie. Pour comprendre cette rupture épocale, il y a tous les travaux sur la complexité. Et une fois que ces travaux sur la complexité existent, je peux appliquer cette théorie de la complexité à n'importe quelle période historique. C'est-à-dire que, parce qu'on dit, bon, la complexité émerge, non? C'est même Edgar Morin qui va dire, depuis très longtemps, il dit, la complexité est une rencontre. Non? C'est-à-dire qu'émerge devant nous la complexité. Et alors, on dit, d'accord, mais je vois les éléments des bases, les axes, comme ça, la combinatoire d'éléments des bases qui constituent la théorie de la complexité. Je dis, je l'applique à la préhistoire, je l'applique à la Renaissance, je l'applique à l'Empire Maya, et je comprends tas de trucs. Si, bien entendu, mais nous ne sommes pas en train de dire que je ne peux pas appliquer la théorie de la complexité au passé. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que la complexité, en tant qu'événement historique majeur, cette rupture dans laquelle les modes de production, de autoproduction du monde dès la modernité ne va plus, exige une compréhension qu'on appelle la théorie de la complexité. C'est compréhensible ça? La différence entre la complexité en tant que rupture historique et toute la théorie qui va se produire pour comprendre cette rupture historique-là. Et alors, c'est quoi la théorie c'est quoi les éléments de cette théorie? Eh bien, c'est que dans la complexité, en tant que rupture historique, on va assister à l'autonomisation de tous les vecteurs que jusque-là, la modernité essaye de dominer, d'écraser, de modifier. C'est compréhensible? C'est-à-dire que nous, on peut dire qu'il y a, grosso modo, de façon un peu grossière, caricaturale, on peut dire que les cultures et les civilisations non modernes, aussi variées soient-elles, elles connaissaient toutes des modes de régulation et autorégulation. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la tangente historique qui va être donnée par la modernité, c'est le monopole exclusif de la modernité. Alors on peut dire qu'il y a des modes de régulation divers et variés des cultures paramodernes et prémodernes. Il existe les modes en général des productions du monde dans lesquels il n'y a pas une régulation, il y a une domination des vecteurs. Non? On passe de la régulation qui est identifiée avec les mythes modernes, on passe de la circularité d'un temps circulaire vers un temps tangential qui va vers la maîtrise totale du réel, etc. Donc, il y a des civilisations et des cultures de la régulation, il y a la dérégulation de la modernité dans lesquelles on essaye de maîtriser tous les vecteurs, et la complexité, et ça serait la troisième étape, n'est-ce pas, dans lesquelles on n'est pas, bien entendu, dans la régulation, c'est une dérégulation totale, mais la maîtrise de la modernité n'est plus possible. Alors ça, on voulait avancer ça pour la suite, mais au fait, voilà, on voulait que soit clair au moins ces trois grands modes, n'est-ce pas, des rapports dans lesquels rien ne m'empêche d'utiliser des éléments que j'ai compris de la complexité pour étudier des peuples de la régulation, pour dire comme ça, ou pour étudier des passages de la modernité. Rien ne m'empêche d'utiliser des éléments de la théorie de la complexité.
Mais ce qu'on nomme la complexité, c'est la période dans laquelle les vecteurs qu'on croyait dominés, maîtrisés, disciplinés, s'autonomisent, ils nous reviennent dans la tête. Un des vecteurs, effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé des les espèces, l'écosystème, n'est-ce pas, l'atmosphère, je dirais, la dérégulation, toutes ces dérégulations qui font que l'action provoque plus de destruction que de construction. Bon. Alors, un des éléments, un des vecteurs typiques qui marque cette émergence de la complexité est le retour de la poubelle. Tout bêtement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant tout un temps, la production, le mode de production est un mode de production dans lequel on croit qu'on peut enfuir les déchets, jeter à la mer les déchets, les jeter au fleuve, n'est-ce pas? Et on peut continuer à produire, n'est-ce pas? Et un des vecteurs qui s'autonomise et qui, boum, nous revient sur la tête, sur la figure, n'est-ce pas? Bah, c'est effectivement tous les déchets. Tous les déchets. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit, mais pourquoi la complexité, c'est le moment dans lequel la destruction prend largement les pas sur la production? Eh bien, parce qu'une chose, c'est produire des petits sacs en plastique pour apporter tes courses. Autre chose, c'est un continent de plastique qui est là au milieu de l'océan, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, c'est un continent de sacs plastiques, n'est-ce pas, qui est en train de détruire tout l'écosystème de l'océan, n'est-ce pas? Vous comprenez? Alors donc, c'est là où l'acte, moi je vais acheter mes carottes et je les prends dans un sac en plastique. D'accord, mais ce que je suis en train de faire participe à 90% de la destruction et à 10% simplement linéaire. C'est ce qu'on disait, non? Cette inversion de la compréhension linéaire de ce que j'ai fait, j'utilise un sac en plastique pour porter mes carottes, et la signification de ce que je suis en train de faire à niveau global. C'est-à-dire que je suis en train, 10%, j'ai mon sac en plastique pour apporter mes carottes, 90% de mon acte est participer à la destruction. Alors, la complexité est ces moments-là dans lesquels, illustrés par rapport aux déchets, par rapport à la pollution, c'est ces moments-là dans lesquels, eh bien, les vecteurs autonomisés nous reviennent sur nous, dont celui des déchets. Alors, moi que je reste un peu à chaque fois moi des voix. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je propose qu'on s'arrête là. Bon, alors, donc les prochaines dates, je ne sais pas, Christian, si tu pourras faire un mail collectif pour les dates. Je le ferai la semaine prochaine quand j'aurai fait le montage. Et la prochaine, quand même, c'est... Je vais vous dire ça. 18 janvier. Le 18 janvier, voilà. Alors, le 18 janvier, pour celles qui veulent venir, en plus, il n'y aura pas de match. Alors, on peut se voir au 21 Terre, rue Voltaire. Sinon, ben voilà, par Zoom ou par YouTube. Voilà. Alors, au revoir et à la prochaine.